Ce matin-là, Paris s'éveillait à peine. Le ciel était encore gris, la rosée perlait sur les feuilles des arbres bordant le trottoir et le vrombissement des scooters qui s'entrecroisaient composait la musique typique de la ville. Au coin de la rue de la Goutte d'Or, une jeune femme aux vêtements usés ramassait des bouteilles en plastique dans un tas d'ordures devant un commerce aux rideaux de fer encore baissés. Elle s'appelait Chloé, 28 ans. Son visage était doux mais fatigué. Chaque matin, elle venait là, traînant un grand sac de jus rapiécé en de nombreux endroits. Ses mains étaient sales, mais son regard était limpide. Peu de gens savaient que derrière cette apparence, Chloé gardait un grand secret. Elle n'était pas une simple chiffonnière. 1. La ruelle sombre. Chloé arpentait une ruelle étroite, ramassant bouteilles d'eau minérale et canettes usagées. Une odeur âcre montant des caniveaux flottait dans l'air, mais elle y était habituée. Au loin, on entendit une sirène de police. 2 voitures de patrouille s'arrêtèrent au bout de la rue, forçant les passants à s'écarter rapidement. Dans l'une d'elles se trouvait le brigadier Antoine, un policier corpulent réputé pour sa brutalité dans le quartier. Il était connu pour réprimander et chasser les petites gens, qui, selon lui, gâchaient le paysage urbain. Plusieurs vendeurs à la sauvette avaient vu leur étalage balayé d'un coup de pied simplement parce qu'ils vendaient sur le trottoir. Quand Antoine descendit de voiture, son regard tomba immédiatement sur Chloé, accroupie en train de fouiller près d'une poubelle. « Et, toi, qu'est-ce que tu fous là » cria-t-il. Chloé tourna lentement la tête, baissant les yeux poliment. « Pardon, monsieur l'agent, je prends juste des bouteilles, je ne dérange personne. » Mais Antoine ne voulut rien savoir. Il s'approcha, fixant le grand sac sur le dos de Chloé. « Cette zone est clean. Tu veux encore tout salir ? Dégage d'ici avant que je te vire. » Chloé resta calme. Elle se leva, serrant son sac contre elle. « Bien, monsieur l'agent. Je m'en vais. » Mais elle n'eut pas le temps de faire un pas. Antoine la poussa violemment. Le sac tomba. Son contenu se répandit sur la chaussée. Bouteilles, canettes et plastiques volèrent. Quelques passants s'arrêtèrent, le regard fixé sur la scène. Antoine la toisa froidement. « Je t'avais dit de pas salir. Espèce de traîne misère. » 2. Le bruit des bouteilles et la dignité. Le tintement des bouteilles sur l'asphalte résonna, comme une dignité brisée. Chloé resta silencieuse. Elle savait que son rôle, ce jour-là, n'était pas d'être la vraie Chloé. En tant que petite personne, elle devait endurer. Mais quand Antoine s'approcha davantage, donnant un coup de pied dans le sac et écrasant une partie des objets éparpillés, le sang de Chloé ne fit qu'un tour. « Monsieur l'agent, s'il vous plaît, ne marchez pas dessus. C'est ce que je collecte depuis l'aube. » dit-elle doucement mais fermement. Cependant, Antoine eut un sourire narquois. « Si tu veux du fric, trouve un vrai boulot. Arrête de pourrir les rues. » D'un geste brutal, sa chaussure noire vernie écrasa une bouteille en plastique près du pied de Chloé. Crec. Le son fut sec. Les gens autour commencèrent à filmer discrètement avec leur téléphone. Chloé fixa longuement la chaussure. Elle avait peur, mais elle devait être patiente. Dans sa tête, elle se remémorait le message de son supérieur, « Ne te laisse pas emporter par l'émotion. Tu es là pour observer, pas pour attaquer. Ils doivent croire que tu es vraiment une chiffonnière. » Oui, Chloé était en réalité une agente de l'IGPN, Inspection générale de la police nationale, en infiltration, chargée de démanteler un réseau d'extorsion de fonds et d'abus d'autorité au sein de ce commissariat, un réseau qui incluait Antoine lui-même. Mais à cet instant, la mission ressemblait à une malédiction. 3. Les témoins de la rue. Quelques commerçants commencèrent à s'approcher. Un homme, vendeur de sandwichs grecs, murmura « Laissez-la, monsieur l'agent. Pitié. Elle ramasse les déchets tous les jours, elle ne gêne personne. » Antoine lui lança un regard noir. « Tu veux t'en mêler, toi ?» L'homme recula lentement. Les habitants du quartier retenaient leur souffle. Personne n'osait défier Antoine directement, même si tout le monde connaissait son comportement. Derrière la voiture, le collègue d'Antoine se tenait là, mal à l'aise, n'osant pas intervenir mais craignant de réprimander son aîné. Chloé baissa la tête. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les retint. Elle savait que chaque seconde était enregistrée. Chaque action deviendrait une preuve plus tard. Mais d'un autre côté, son cœur était brisé, non pas à cause de la mission, mais en voyant avec quelle facilité la dignité des petites gens était piétinée dans son propre pays. Tout en ramassant à nouveau ses bouteilles, elle murmura pour elle-même. Si ce n'était pas pour le service, je me serais déjà défendue. 4. Le point de rupture. Cependant, sa patience n'allait pas durer. Alors que Chloé était accroupie,
Antoine donna un nouveau coup de pied dans le sac presque plein. Cette fois, plus fort. Le sac vola dans le caniveau. L'eau sale gicla, éclaboussant les vêtements de Chloé. Ça t'apprendra. Si je te revois ici, je t'embarque au poste. Hurla Antoine d'un ton méprisant. Chloé serra une bouteille dans sa main. Sa respiration s'accéléra. Les gens commencèrent à murmurer. Certains regardaient avec colère. D'autres baissaient les yeux, effrayés. Puis une voix de femme retentit au loin. Forte, bien que tremblante. Vous exagérez, monsieur. Elle essaie juste de gagner sa vie. C'était la voix de Madame Agnès, la propriétaire du petit bistrot de l'autre côté de la rue. Antoine se tourna vers la source de la voix, les yeux furieux. Vous voulez que je vous embarque aussi, madame ? Mais cette fois, l'atmosphère avait changé. D'autres personnes commencèrent à élever la voix, réprimandant le policier avec plus d'audace. Les caméras des téléphones se levèrent plus haut et, pour la première fois, le visage arrogant d'Antoine parut légèrement déstabilisé. Chloé resta silencieuse. Elle savait que le moment était venu, non pas pour riposter, mais pour tout enregistrer. Elle observa les alentours avec un regard perçant, presque invisible derrière son masque de fatigue. Données suffisantes, preuve complète, mais le jeu n'était pas terminé. 5. Retour en arrière. 3 jours avant l'incident, Chloé se trouvait dans une petite salle de briefing au siège de l'IGPN, dans l'Est parisien. Le commandant Lucas tenait un épais dossier rempli de photos et de rapports. Sur l'écran du moniteur défilaient des images de vidéosurveillance, des agents demandant de l'argent à des commerçants, des petits délinquants travaillant de mèche avec la police, et plusieurs visages devenus familiers. L'un d'eux était le brigadier Antoine. « Chloé, votre mission est de vous infiltrer. Nous avons besoin de preuves directes sur le terrain. » Antoine a été signalé 3 fois pour ses agissements arbitraires. Mais chaque plainte disparaît. Nous le soupçonnons de faire partie d'un réseau plus large, expliqua Lucas. Chloé hocha la tête. Je comprends, commandant. Mais pourquoi me faire passer pour une chiffonnière ? Lucas la regarda sérieusement. Parce qu'ils ne se méfieront jamais de quelqu'un qu'ils considèrent comme insignifiant. C'est là que vous verrez leur vrai visage. Chloé resta silencieuse. Elle savait que la tâche serait lourde, mais au fond de son cœur, il y avait une détermination farouche. Elle avait vu son propre père, un livreur VTC, se faire frapper par des agents simplement parce qu'il refusait de leur donner un pourboire pour la protection. Cette blessure n'était pas guérie. Cette fois, elle voulait voir la justice à l'œuvre, aussi petite soit-elle. 6. L'ancienne blessure. Au milieu de la nuit, après l'incident du matin, Chloé était assise dans le petit réduit qui lui servait de planque pendant la mission. Elle regardait la coupure sur sa main, résultat de sa chute dans le caniveau. Devant elle, le sac de bouteilles était à moitié plein. Elle prit une profonde inspiration. « Papa, si tu étais encore en vie, tu serais peut-être fier de voir ta fille maintenant, » murmura-t-elle doucement. Le son des sirènes lointaines résonnait derrière les murs d'un immeuble abandonné. Seul un lampadaire à la lumière faible était témoin. Dans la poche de sa veste, un petit enregistreur tournait toujours, capturant tous les événements de la journée. Ces preuves seraient envoyées ce soir à Lucas via un canal sécurisé. Mais avant qu'elle ne puisse appuyer sur le bouton d'envoi, son téléphone vibra. Un SMS. Faites attention. Quelqu'un sait que tu n'es pas une chiffonnière. Elle. Chloé se figea. Elle fixa l'écran un long moment. Au loin, elle entendit le bruit d'un scooter qui s'arrêtait au coin de la ruelle. 2 silhouettes sombres descendirent. Merde, souffla-t-elle en cachant rapidement l'enregistreur sous un tas de bouteilles. 7. Des voix dans l'obscurité. Les bruits de pas se rapprochaient. Chloé fit semblant de ranger son sac. L'un d'eux parla à voix basse, mais son ton était sec. Il paraît que la chiffonnière est bizarre. Elle demande jamais la charité, mais elle tourne toujours dans le même secteur. Le boss a dit qu'il fallait la surveiller. Faut pas qu'elle enregistre ce qu'il faut pas. Chloé retint son souffle. Son cœur battait la chamade. Le ciel avant l'orage. La pluie venait de cesser. Ses dernières gouttes s'accrochaient aux feuilles, créant une odeur caractéristique de terre mouillée. Dans le ciel, l'orange du soir laissait place au gris. Chloé était assise devant son réduit, les yeux fatigués, écoutant le bruit des pas au loin. La ruelle était calme, mais son cœur était rempli d'anxiété. Elle venait de recevoir des nouvelles du commandant Lucas. La vidéo a attiré l'attention de la direction, mais ne sort pas encore. Nous avons besoin de preuves supplémentaires, notamment sur la transaction de raquettes impliquant Antoine. Chloé regarda longuement le message.
Elle savait que cet ordre signifiait qu'elle devait rester un peu plus longtemps dans ce quartier qui n'était plus un endroit sûr. Depuis que la vidéo de l'incident était devenue virale, Antoine était nerveux. Il cherchait quiconque avait pu trahir l'image de la police. Et la plus suspecte était, bien sûr, cette chiffonnière qui avait osé le regarder sans crainte. 2. Les traces de la vengeance. Au commissariat, le brigadier Antoine était assis à son bureau, le visage tendu. Un rapport de l'IGPN était arrivé. Enquête interne. Son nom était maintenant sur une liste d'évaluation. Mais Antoine était convaincu que s'il pouvait trouver qui avait diffusé la vidéo, il y aurait peut-être encore un espoir de sauver sa carrière. « Je suis sûr que c'est cette femme, la chiffonnière », dit-il à son collègue. « Ah, c'est pas possible, chef. C'est juste une. » « Une quoi ? Tu as vu toi-même. » Pendant l'incident, elle était trop calme. Son regard, ce n'était pas le regard de quelqu'un d'abruti. « Ça fait longtemps que je suis sur le terrain. Mon instinct me dit qu'elle n'est pas ordinaire. » Son collègue, Daniel, se tut. Il savait que son supérieur était têtu, mais au fond de lui, il ressentait de la culpabilité. Il se souvenait clairement comment Chloé avait été traitée ce jour-là, comme si elle n'était pas humaine. Mais il avait aussi peur de parler. Dans une institution comme celle-ci, défier un supérieur pouvait signifier un suicide professionnel. 3. Une visite inattendue. Cet après-midi-là, alors que Chloé ramassait des bouteilles près d'un petit pont sur le canal, une voiture noire s'arrêta sur le bas-côté. Un homme d'âge moyen, portant des lunettes, en sortit. Ses vêtements étaient soignés, mais son visage était empreint d'inquiétude. « Chloé » appela-t-il doucement. Chloé se retourna vivement. « Commandant Lucas, pourquoi êtes-vous ici ? Je ne devais pas rester sur place ?» Lucas regarda autour de lui, s'assurant que personne n'écoutait. La situation a changé. Antoine commence à agir de manière erratique. Il a rendu visite à plusieurs témoins du quartier. Y compris la patronne du bistrot, Agnès. « Nous sommes inquiets pour votre sécurité. » Le visage de Chloé se tendit immédiatement. « Madame Agnès ? Elle n'a rien ? » « Pas encore, » répondit Lucas, « mais elle a peur. Elle a dit que quelqu'un surveillait son café depuis ce matin. » Chloé serra les poings. « Je ne peux pas rester sans rien faire, commandant. S'il commence à s'en prendre aux habitants, ça dépasse les bornes. »« Calmez-vous d'abord, » dit Lucas. « Ce soir, nous allons lancer une opération discrète. Mais nous avons besoin que vous attiriez Antoine dans un endroit où il peut être clairement enregistré. La preuve vidéo virale d'hier n'est pas suffisante. Nous avons besoin d'un enregistrement direct de lui en train d'effectuer une transaction de raquette ou de proférer des menaces. » Chloé le regarda intensément. « Cela signifie que je dois encore servir d'appât. » Lucas la regarda avec empathie. « Oui. Mais cette fois, vous ne serez pas seul. » 4. Le scénario de la nuit. Le plan était simple mais très risqué. Chloé devait s'approcher à nouveau de la zone de patrouille d'Antoine. Prétendre être une chiffonnière qui avait entendu parler des prélèvements illégaux que ces hommes faisaient sur les vendeurs à la sauvette. Elle ferait semblant de s'offrir comme intermédiaire. Pour pouvoir enregistrer la conversation, Lucas et son équipe seraient à 100 mètres, surveillant via un petit communicateur dans l'oreille de Chloé. Tout devait sembler naturel. Cette nuit-là, Chloé regarda son reflet dans un petit miroir. Son visage semblait plus dur qu'avant. « Je ne suis pas seulement une chiffonnière ce soir, » murmura-t-elle. « Je suis le témoin de tous ceux qui n'ont pas de voix. » 5. La deuxième rencontre. À 20h, Chloé se dirigea vers l'abribus où Antoine avait l'habitude de traîner, une cigarette à la main. L'éclairage public était faible, l'atmosphère silencieuse. Seul le bruit lointain d'un moteur se faisait entendre. « Monsieur l'agent » dit-elle timidement. Antoine se retourna. Son visage se tendit instantanément. « Toi encore ? Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Chloé baissa la tête, feignant la peur. « Excusez-moi, monsieur. Je voulais juste dire. J'ai entendu des gens dire que vous pouviez aider pour ne pas être expulsé. Je connais des commerçants, ils disent qu'ils veulent donner de l'argent. » Antoine plissa les yeux. « Qui t'a dit de dire ça ?» Chloé se mordit la lèvre. « Personne, monsieur. Je veux juste aider. Peut-être que je peux avoir une petite part. J'ai besoin de manger, monsieur. » Antoine resta silencieux un long moment, fixant le visage de la jeune femme. Puis il expira lentement la fumée de sa cigarette. « Alors tu veux aider, c'est ça ?» Chloé hocha la tête. « Oui, monsieur. Mais s'il vous plaît, ne vous fâchez pas comme hier.
Je cherche juste à gagner ma vie. Antoine eut un petit rire sec. Tu oses me dire ça après que je t'ai piétiné hier? Chloé força un sourire gêné. J'ai oublié, monsieur. L'important c'est que maintenant je peux aider. Au loin, Lucas surveillait à travers de petites jumelles depuis sa voiture. Le son du communicateur était clair dans son oreillette. Bien. Chloé, garde le rythme. Ne va pas trop vite. 6. Le prix caché. Antoine finit par mordre à l'hameçon. Il commença à parler plus ouvertement, se sentant en position de force. Si ces commerçants veulent être tranquilles, dis-leur de me payer directement. Pas besoin de passer par mes hommes. 500 € par mois, ça suffit. Je garantirai qu'il n'y aura pas de descente dans leur zone. Chloé hocha lentement la tête, faisant semblant de noter mentalement. D'accord, monsieur. Mais je peux avoir une petite part pour la commission? Antoine la regarda avec cynisme. On verra ça plus tard, si tu obéis. Il s'approcha. Trop près. Son haleine sentait le tabac et le café. Chloé se retint de reculer. Dans l'oreillette, la voix de Lucas se fit entendre, basse mais ferme. Enregistrement suffisant. Ne continue pas. Chloé, retire-toi doucement. Mais avant qu'elle ne puisse partir, Antoine fixa intensément sa veste. Attends, c'est quoi ça dans ta poche? Chloé couvrit instinctivement sa poche. Oh, c'est juste un dictaphone, monsieur. Pour noter mes ventes de bouteilles. Mais Antoine le lui arracha aussitôt. En un instant, son visage devint furieux. Il regarda le petit objet, puis leva les yeux vers Chloé avec un regard meurtrier. Alors c'est vrai. C'est toi qui as diffusé cette vidéo. 7. Course-poursuite sous la pluie. Chloé se mit à courir de toutes ses forces. La pluie recommença à tomber soudainement. Dru. Le tonnerre déchira le ciel nocturne. Elle s'engouffra dans une ruelle étroite, essayant d'activer le signal d'urgence à son poignet. Le signal pour l'équipe de Lucas. Derrière elle, les cris d'Antoine résonnaient, suivis des bruits de pas de deux de ses subalternes. Attrapez-la. Qu'elle ne s'échappe pas. Chloé jeta un coup d'œil en arrière, voyant leurs ombres sous la lumière vacillante d'un lampadaire. Son cœur battait à tout rompre. Elle faillit glisser sur le trottoir mouillé, mais continua de courir vers le pont, leur point de rendez-vous précédent. En arrivant au tournant, une voiture banalisée s'arrêta brusquement devant elle. La portière s'ouvrit et une voix familière retentit. Monte, Chloé. Lucas. Elle sauta à l'intérieur. La voiture démarra en trombe, quittant la ruelle étroite. Derrière eux, le son des sirènes de la police s'entendait faiblement. 8. La table renversée. Le lendemain matin, une nouvelle explosive secoua les réseaux sociaux et les chaînes d'information nationales. Une nouvelle vidéo était apparue. Pas seulement la scène de l'agression, mais aussi l'enregistrement de la conversation sur le racket d'Antoine la nuit précédente. Tout était enregistré clairement, y compris ses propres aveux. Les gros titres annonçaient « Un policier à Paris impliqué dans un réseau de rackets et de violences sur civils ». De nouvelles preuves révèlent le mode opératoire. À l'écran, le visage d'Antoine était clairement visible. La vidéo devint virale, déclenchant la colère du public. De nombreux petites gens prirent la parole, envoyant des témoignages similaires d'extorsion et d'intimidation dans leur quartier. Pendant ce temps, au siège de l'IGPN, Chloé était assise en face du commandant Lucas. Son visage était pâle mais calme. Dans sa main, l'enregistreur qui avait été saisi était revenu. Il s'est avéré qu'il y avait une sauvegarde cachée dans sa chaussure. « Excellent travail, Chloé, » dit Lucas. « Vous savez, c'est peut-être le début d'un grand changement au sein de l'institution. Beaucoup de ceux qui se taisaient jusqu'à présent osent maintenant parler. » Chloé esquissa un sourire. « Je voulais juste que les petites gens ne soient plus piétinées, commandant. Parce que j'ai été à leur place. » Épilogue 1. L'ombre de la notoriété. 2 mois après que l'affaire du brigadier Antoine ait secoué l'opinion publique, les nouvelles commencèrent à se tasser. Le nom de Chloé avait été un temps sur toutes les lèvres, l'agente infiltrée qui s'est fait passer pour une chiffonnière au nom de la justice. Mais comme pour tout ce qui est viral dans ce pays, l'attention du public s'était finalement déplacée vers un autre sujet. Ce qui restait, c'était le silence et les cicatrices qui n'étaient pas guéries. Chloé vivait maintenant dans un petit appartement de fonction à Bobigny. Tôt le matin, elle allumait la radio, écoutait les informations, puis regardait par la fenêtre. Paris restait bondé, restait dur, restait la même. Mais à ses yeux, la ville avait désormais 2 visages.
Le visage vu dans les médias est celui qu'elle avait rencontré dans les ruelles étroites où les petites gens survivaient. Sur la table, une tasse de café noir refroidissait. Elle regarda un reportage sur la réforme de la police. La préfecture de police promettait de renforcer le système de surveillance interne et de sanctionner sévèrement les violations éthiques. Chloé eut un sourire vague. Les promesses sonnent toujours bien à la télévision, pensa-t-elle. Mais ce qu'elle avait vu sur le terrain était bien plus complexe. 2. Les fantômes du passé. Chaque nuit, les cauchemars revenaient souvent. Elle se réveillait en entendant le bruit des bouteilles qui tombent et les cris d'Antoine qui résonnaient dans sa tête. Parfois, elle se souvenait du regard effrayé de Madame Agnès ou des enfants qui regardaient une chiffonnière se faire frapper sans comprendre ce qui se passait. Chloé savait que ce traumatisme faisait partie du prix à payer. Mais il y avait quelque chose de plus douloureux. Un sentiment de culpabilité dans son esprit. Elle se demandait souvent, est-ce que la justice pour laquelle je me suis battue a vraiment apporté la paix à tout le monde ? Car après l'arrestation d'Antoine, certains de ces hommes de main avaient été mutés sans procédure claire. Et dans d'autres arrondissements, des rumeurs de rackets similaires se faisaient encore entendre. Un homme était tombé, mais le système tenait toujours. 3. Une invitation inattendue. Un matin, Chloé reçut une lettre officielle. Le logo d'une institution gouvernementale était imprimé en haut avec en gras « Invitation au débat national, la justice pour les citoyens ». Elle était invitée en tant qu'intervenante. Au début, elle hésita. Elle n'était ni politicienne, ni haute fonctionnaire, et n'aimait même pas parler devant les caméras. Cependant, le commandant Lucas la convainquit. Si vous ne racontez pas votre histoire, ce sont des gens qui ne connaissent que la théorie qui parleront. C'est vous qui connaissez le terrain. Chloé le regarda, puis hocha la tête. D'accord, commandant. Mais je ne veux pas être présentée comme une héroïne. Lucas sourit. Rassurez-vous. Votre histoire n'est pas celle d'une héroïne, mais celle d'une être humaine. 4. La scène et la réalité. Le jour de l'événement arriva. La grande salle de conférence à la Défense était pleine de journalistes, de militants et de fonctionnaires. Chloé était assise sur le panel, vêtue simplement d'une chemise blanche et d'un pantalon noir. Autour d'elle, les gens parlaient avec des termes juridiques et bureaucratiques compliqués. Quand son tour vint, la salle devint soudainement silencieuse. Elle regarda l'auditoire, un par un, puis parla d'une voix basse mais claire. Je ne veux pas parler des grands systèmes. Je veux juste parler d'une chose simple. De ce que l'on ressent quand on est piétiné, non pas comme un ennemi, mais comme un être humain que l'on ne considère pas. La salle était silencieuse. Quelques caméras s'arrêtèrent de tourner. Chloé continua, sa voix tremblant légèrement mais ferme. J'ai été infiltrée en tant que chiffonnière et j'ai appris que la pauvreté n'est pas seulement dans la poche. Parfois, la pauvreté, c'est le manque d'empathie des autres. Les applaudissements furent longs. Mais au milieu de ces applaudissements, Chloé ressentit un mélange d'amertume et de soulagement. Elle ne voulait pas être plainte. Elle voulait juste être entendue. 5. Une nouvelle ombre. Après l'événement, plusieurs médias reparlèrent de son histoire. Cependant, derrière cette attention, des réactions pas toutes positives émergèrent. Il y avait des commentaires cyniques sur Internet, et même des collègues de la police qui commençaient à prendre leur distance. Pour certains, Chloé était considérée comme celle qui avait lavé le linge sale de l'institution en public. Un après-midi, elle fut convoquée dans le bureau de Lucas. « Chloé, je dois être honnête, » dit Lucas d'un ton grave. « Certains supérieurs estiment que vous apparaissez trop dans les médias. Ils craignent que vous ne deveniez le mauvais symbole. » Chloé eut un sourire amer. « Le mauvais symbole ? Je n'ai fait que dire la vérité. » « Je sais. Mais parfois, la vérité n'est pas appréciée de tous. » Chloé resta silencieuse un long moment, puis elle dit doucement, « Dans ce cas, je vais me retirer temporairement du service sur le terrain. J'ai besoin de temps. » Lucas la regarda avec respect. « Vous êtes sûr ?» Chloé hocha la tête. « Je n'arrête pas de me battre, commandant. Je veux juste respirer un peu. » 6. Retour à la vieille rue. Quelques semaines plus tard, Chloé retourna là où elle s'était infiltrée. Le quartier de la Goutte d'Or. Pas pour une mission, mais pour apaiser son esprit. Elle arpenta la ruelle qui avait été sa petite planque. Elle vit des enfants jouer, des commerçants rire, et Madame Agnès qui tenait toujours son bistrot. « Chloé, tu es venue !» s'exclama Madame Agnès en la serrant dans ses bras. Chloé sourit. « Votre café me manquait, madame. » Elles s'assirent sur un banc en bois, profitant de l'après-midi en regardant la rue. Une légère bruine tombait,
rappelant à Chloé la nuit de sa fuite. C'est plus calme maintenant, n'est-ce pas? Demanda Chloé. Madame Agnès hocha la tête. Pas mal, Chloé. Les nouveaux policiers qui sont venus sont gentils. Ils aident à nettoyer la rue, ils ne demandent pas d'argent. Chloé sourit légèrement. Alors ça n'a pas été vain, tout ce qui s'est passé. Mais Madame Agnès la regarda tendrement. Et toi, Chloé, es-tu en paix maintenant? Cette question laissa Chloé sans voix. Elle regarda au loin les lampadaires qui commençaient à s'allumer. Pas complètement, madame. Mais j'ai appris une chose. Parfois, pour faire respecter la justice, nous devons aussi faire la paix avec notre propre douleur. 7. Les traces derrière la caméra. Ce soir-là, Chloé rentra chez elle et alluma son ordinateur portable. Elle ouvrit un vieux dossier contenant les vidéos de son infiltration. Des fragments de jours pleins de tension. Mais cette fois, elle ne vit pas la violence ou l'humiliation. Ce qu'elle vit, c'est la résilience des petites gens. Le chauffeur VTC qui gardait le sourire malgré le contrôle, le commerçant qui priait au milieu de la peur, et les enfants qui jouaient sans savoir que le monde autour d'eux était plein d'injustice. Chloé regarda longuement l'écran, puis écrivit une petite note. La justice ne naît pas de l'uniforme ou du grade, mais d'un cœur qui veut voir la souffrance des autres comme la sienne. Elle enregistra cette note dans un nouveau dossier, Projet Lumière. 8. Une petite lumière. Quelques mois plus tard, Chloé lança un petit projet dans son quartier. Elle invita plusieurs anciennes victimes de rackets et des citoyens modestes à suivre une formation sur les droits fondamentaux et la protection citoyenne. L'objectif était simple, qu'ils connaissent leurs droits et osent parler. Si j'ai pu me faire passer pour une chiffonnière pour ouvrir les yeux des gens, dit-elle aux participants, maintenant je veux que ce soit vous qui ouvriez les yeux du monde. Madame Agnès devint bénévole, fournissant café et nourriture. Des jeunes aidèrent à filmer l'activité, la publiant sur les réseaux sociaux. Lentement, leur communauté grandit. Non pas grâce au pouvoir, mais grâce à la confiance mutuelle. Chloé sentit que sa vie avait retrouvé un sens. Elle n'était peut-être plus sur le terrain en tant qu'agente infiltrée, mais elle était maintenant sur un champ de bataille plus silencieux, l'éducation de la conscience. 9. Message du passé. Un matin, Chloé reçut une lettre de l'inspection générale. Le contenu était bref mais émouvant, merci pour votre dévouement. L'enquête approfondie a permis de découvrir un réseau de rackets inter-arrondissements grâce à votre rapport initial. De nombreux jeunes agents sont maintenant inspirés par votre histoire. Chloé lut la lettre lentement, regardant la signature en bas. Elle sourit légèrement. Peut-être que le système n'était pas parfait, mais il y avait des graines de changement. 10. Une fin qui n'est pas une conclusion. Cet après-midi-là, Chloé marchait le long du canal près de chez elle. Le ciel était d'un orange doux. Elle vit un petit garçon ramasser des bouteilles en plastique, les mettant dans un sac usé. Les vêtements de l'enfant ressemblaient à ceux qu'elle portait lors de son infiltration. Chloé s'approcha et demanda doucement. « Tu ramasses ça pour aider tes parents, c'est ça ?» L'enfant hocha la tête. « Oui, madame. Pour payer l'école de ma petite sœur. » Chloé sortit un billet et regarda l'enfant. « Garde ça, mais n'arrête pas l'école. Le monde a besoin de gens honnêtes comme toi. » L'enfant sourit timidement. « Merci, madame. » Alors que l'enfant s'éloignait, Chloé leva les yeux au ciel et sourit. Elle savait que son combat ne s'était pas terminé.